Ma petite sœur, elle est handicapée, elle a le syndrome d'Angelman. Bon, bah, c'est pas très grave, on peut le vivre comme ça. Mais tu as des très grandes oreilles aussi. L'annonce de la différence, sous des formes variées, elle existe tout au cours de la vie de l'enfant. Et donc, à chaque fois que l'enfant change de cap de développement, de la petite enfance à l'école maternelle, puis à la grande école, puis à l'adolescence, puis dans la vie adulte, il y a des formes d'annonces qui se font et réactivent l'annonce initiale. Donc ça, c'est dans le premier cas de figure. Moi, je l'ai appris en fait par mon mari, puisque comme j'étais à l'hôpital Bichat, je n'ai écouté que toutes les suppositions en fait qu'avait émises cette femme sur ce que pouvait avoir Clémentine, puisque cliniquement en fait, elle n'avait pas de tonus musculaire, donc elle était incapable de s'alimenter. Elle ne pouvait pas bouger, puisqu'on pouvait clap dans les mains. Elle ne réagissait pas. C'est pas qu'elle n'entendait pas, c'est qu'elle était incapable de bouger sa tête ou n'importe quel de ses membres en fait. Donc elle avait émis, je me souviens plus exactement, mais 3-4 hypothèses. Bon, c'est l'anesthésie générale qui l'a rendue un petit peu amorphe, puisqu'en fait elle est née sous césarienne, sous anesthésie générale. La deuxième chose, c'était ça peut être dans son caractère. Enfin bon, ça me paraissait un peu invraisemblable quand même, mais bon. C'était une hypothèse comme une autre. Je me souviens plus de la troisième hypothèse, et la quatrième hypothèse, c'était le chromosome 15, mais sans plus, grand mystère derrière. Avec la crèche, c'est vrai qu'on avait un regard, puis on voyait les autres petits, de la part des puères qui nous disaient, bon, on dit rien, mais bon, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même. Et donc on a cherché, on a vu beaucoup de spécialistes, on a donc vu le généticien comme on le disait. On a été revoir les gens qui suivaient l'ENA, enfin les personnes qui suivaient l'ENA entre le moment de la prise de sang et le moment du résultat, qui nous ont assuré que c'était pas du tout le syndrome d'Angelman. Et donc un fameux vendredi. Un fameux vendredi, le généticien m'a appelé au bureau et m'a dit bonjour, voilà, j'ai les résultats pour votre fille Léna, c'est bien le syndrome d'Angelman. Nous avons rendez-vous lundi, mardi, si vous voulez. Donc annonce très sèche. Le vendredi. Le vendredi, très brut de décoffrage, très professionnel en même temps. Moi, je ne tiens pas du tout rigueur au généticien d'avoir annoncé ça comme ça. C'était comme plonger la tête dans une eau glacée. Donc j'ai appelé mon épouse et puis voilà, nous voilà partis à pleurer tout le vendredi, à pleurer un petit peu moins le samedi, et puis à plus pleurer le dimanche. Enfin, voilà, c'était aidez-moi quoi, dites-le moi quoi. Elle a bien vu. J'ai dit faut me le dire quoi. C'était pas dit comme ça, mais c'était est-ce qu'elle est trisomique. Voilà. Et elle m'a pas dit oui parce qu'elle m'a dit non, je peux pas. Le cariotype, il faut qu'on a fait un. Bon, c'est là, elle m'a dit on a fait un cariotype, donc il faut qu'on attende lundi. Donc elle présente, mais on n'en est pas sûr parce qu'il y a des cas qui font que il y a des enfants qui présentaient des symptômes, enfin les symptômes oui de la trisomie et puis qui n'étaient pas. L'annonce est faite quand même malgré tout différemment, parce que pour la première, je me suis retrouvée dans un service où il y avait quand même beaucoup de mouvements, beaucoup d'urgences qui arrivaient pour les enfants. Donc ce qui était, il y avait plein de vie autour, les enfants qui pleuraient, etc. Et puis ça venait, ça repartait, et vous étiez là depuis le matin, et puis qu'à 22h, vous êtes encore là. Donc il y a une longue période où vous voyez plein de choses défiler devant vous, vous imaginez même pas d'abord que ça se passe comme ça. Et puis on vient vous annoncer le soir que votre enfant souffre d'une tumeur. Donc par rapport aux petites plaies que vous avez pu voir des samedis après-midi du petit garçon qui tombait en vélo, c'est vrai que quelque part vous vous sentez complètement perdu. Donc d'être dans un tout petit box avec un nid à barreaux au milieu de vous et puis des personnes en face et vous regardez un peu à travers les barreaux, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. Vous avez vraiment l'impression d'être un numéro parmi tous les autres qui ont pu passer ce jour-là. Sur un plan global, général, lorsqu'on annonce une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle restera. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit l'annonce du handicap, ça a beaucoup marqué les gens à qui on a annoncé ça. Je crois que c'est le problème de toute mauvaise nouvelle. Et je ne crois pas qu'il y ait
de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que la façon dont on va s'y prendre est sûrement très importante, mais ça n'occultera pas que derrière, il y a une mauvaise nouvelle qui, elle, va rester. Alors... Bien, là, poum, quoi. Voilà, la porte se ferme. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'était le gros trou noir et c'était la fin. Il y a des moments, je me disais, je fais un cauchemar, je vais me réveiller, tout va bien. Je me souviens de ça. Pour moi, ça a toujours été douloureux. Ça a toujours été douloureux, ce verdict sans appel où, voilà quoi, ils avaient fondé plein d'espoir et puis pouf, tout est cassé, le ciel leur tombe sur la tête en quelques minutes. Moi, j'ai vu à ce moment-là des mamans qui ont carrément pleuré sur mon épaule et puis, tant pis, hein, on est là pour ça, hein, à ce moment-là. Hein, franchement, je m'interdis de partir à ce moment-là. Hein. La notion de détresse, par rapport à l'expérience que l'on m'en raconte, est une sorte d'expérience où il y a une perte de ce vécu de contact avec l'autre, avec l'environnement, avec les points de repère habituels, l'impression d'une solitude extrême qui peut être d'autant plus douloureuse si elle est vécue aussi par rapport au conjoint ou par rapport à la famille, aux amis. Donc je ne sais pas si il y a un lien étymologique à la notion de se détresser, c'est-à-dire de se défaire, hein, mais on pourrait dire dans certains cas extrêmes même où il peut y avoir des épisodes de dépersonnalisation, comme on dit en psychiatrie. C'est une expérience vraiment où on perd son unité et surtout ou conjointement sa relation avec l'autre et avec ses points de repère. Oui. Il faut essayer de faire court malgré tout. Pas trop, parce qu'il y a quand même besoin d'un certain nombre d'explications. Mais il ne faut pas faire trop long, parce que c'est quelque chose d'épouvantable pour eux. C'est des rêves qui se cassent, c'est l'image du bébé idéal parfait qui se casse. Donc c'est un vrai traumatisme. Plus l'annonce va être brutale, c'est-à-dire à un moment où les parents ne s'y attendent pas du tout, il va y avoir un effet de sidération de l'esprit, c'est-à-dire une incapacité à penser. Et ça fait comme un blocage, un petit peu, mais comme si vous, dans une maison, si vous mettez, vous allumez toutes vos lumières, et si votre compteur n'a pas la puissance nécessaire, c'est le noir. Et bien c'est un peu pareil. Donc il y a une incapacité à penser, et les parents, ils vont s'obstiner à rester sur une phrase, et on aura beau leur expliquer plein de choses, ils n'entendront pas. Souvent, les gens pâlissent, rougissent, ils ont des manifestations somatiques ou des manifestations émotionnelles, ils se mettent à pleurer ou on sent que leur voix ne peut plus sortir, ils sont arrêtés dans leur discours et là, on ressent très bien le moment de bascule où le parent a compris. Et si on en ajoute, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer encore plus pour expliquer la pathologie, etc., là, les parents n'entendent plus. Et on le sent très bien, avec un peu d'expérience, qu'il est temps d'arrêter. Alors, au CAMS, on a le temps. On arrête, on se reverra, on redonne un rendez-vous. C'est peut-être un peu différent, là, de la consultation hospitalière. Des rapports médecins, infirmières toujours pressés, aides-soignantes pareil. C'est normal. Péricultrices très peu. Dans la mesure où Guillaume était très peu actif, donc pas trop d'intérêt à s'occuper de lui. Les exemples qui me viennent en premier sont des exemples où il n'y a pas non seulement pas de compassion, mais une sorte de négation de l'aspect traumatique, du style ça va bien se passer pour vous, d'autres personnes ont déjà vécu ça, enfin l'impression, je dirais, d'un excès de vitesse, c'est-à-dire que sur le plan de la technique, ce n'est peut-être pas mauvais en soi, mais ça va trop vite. Ça nie le temps d'intégration, même non seulement affective, mais même corporelle, de cette information qui est donc plus ou moins considérable. Et il faut du temps pour une telle intégration. Je crois que ce qui peut être
le plus fréquemment traumatique, c'est, oui, qu'on pourrait dire l'excès de vitesse, me semble-t-il. Mais bon, la question, elles viennent quand même, les questions. Elles viennent rapidement, en fait. Et c'est pour ça qu'on est amené quand même à donner beaucoup d'informations et rapidement, parce que l'attente est quand même pas souhaitée. Alors que ça permettrait peut-être de... Je crois qu'on a tendance à aller trop vite, même moi. Pourtant Dieu sait si j'essaie de freiner, mais je crois qu'on va vite. C'est une époque où tout va vite, alors là, pour ça aussi... Pourquoi nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nous? Pourquoi moi et pourquoi nous et pourquoi elle aussi? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi nous? Enfin, on a l'impression que ça va. Pourquoi ça nous tombe dessus à nous? Il y a l'absorption du choc et puis une espèce souvent de sentiment d'injustice, de sentiment de comment ça se fait qu'on ne soit pas perçu plutôt. Et pourquoi nous? Parce qu'en fait, pourquoi, on peut le mettre dans un seul mot. Pourquoi, l'origine. On peut aussi détacher les deux mots pour quoi, vers quoi. Et ça va me permettre de les aider à évoluer, donc du pourquoi causal vers le pourquoi, le sens. Vers quel sens? Quel sens vais-je donner à cette histoire? Et je m'aperçois quand même que chez beaucoup de parents, il y aura quand même malgré tout des effets positifs qui vont être trouvés par les parents à l'handicap de l'enfant. Ils vont quand même puiser dans leurs ressources et évoluer et petit à petit trouver un sens à ce qui leur arrive. Ils n'ont jamais utilisé le mot handicap. Jamais. D'où notre difficulté actuelle, d'autant plus pour l'accepter. Parce que c'est le cas pour beaucoup de parents, mais on nous a jamais prononcé ce terme-là. Alors c'était atteinte au système nerveux central, Puis des mots très compliqués, enfin atteinte du système nerveux central, ça va encore, mais il y a on avait des mots qu'on ne comprenait pas, donc ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains médecins qui se sont volontiers mis à notre niveau, avec certaines images concrètes pour expliquer tel ou tel examen ou tel aspect de Guillaume. Et puis à d'autres, il a fallu un petit peu demander plus de détails, plus d'explications. Je me souviens là, qu'on était en pédiatrie, la chef de clinique, là, je crois qu'une fois on lui a dit, bah oui, mais on n'est pas des étudiants en médecine, quoi. Il a fallu qu'elle trouve d'autres mots pour nous expliquer ce que Guillaume allait subir et toutes ces choses-là, quoi. Ils n'ont pas forcément un langage, enfin ils ne se mettent pas de notre portée. D'ailleurs c'est un peu le problème qu'on a tous dans nos métiers. C'est vrai qu'on a un code linguistique et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention à ce qu'on dit. Et donc eux ont ce problème, entre guillemets ce problème-là, et ils restent à un échelon technique et non pas... ils n'arrivent pas à dire les choses simplement, quoi. Voilà. C'est un peu ça qui est... Il y avait une certaine réserve par rapport au mot, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le mot lésion. Et ils m'ont montré les radios en m'expliquant qu'il y avait une lésion qui était ici, etc. Et au départ, ça brusque moins, puisqu'on se dit une lésion, moi j'avais toujours l'impression qu'une lésion c'était externe, donc j'arrivais pas à imaginer une lésion interne. Donc au départ, j'ai pas tout de suite compris que c'était tumeur. Les mots, en fait, ils ont choisi leurs mots au départ, quoi. Et c'est vrai que le fait que ce soit moi qui ai dit d'abord le mot tumeur, ça a peut-être aussi changé les choses. Ça m'a peut-être permis de le prendre différemment, moins brutalement. Je dis, on est à l'écoute du moindre petit signe
qui va nous conforter malheureusement dans ce qu'on pense. Donc voilà, on est à l'écoute, quoi. C'est quelque chose de très important de dire, vous avez un enfant, certes il a une maladie génétique, mais il faut essayer de ne pas réduire cet enfant, ou plus tard cet adulte aussi, à sa maladie. C'est-à-dire que la maladie génétique, elle fait partie de lui, mais enfin il a aussi beaucoup d'autres choses qui ne concernent que lui. Je les incite vraiment à beaucoup s'occuper de ce bébé. Participer beaucoup au change, à la prise des biberons, et leur montrer qu'il sait faire des choses, ce bébé, qu'il est capable de petites performances à son niveau. L'enfant a telle pathologie, il va avoir par exemple des répercussions sur sa motricité, mais il a une veille conservée, mais son état relationnel est excellent. Où l'enfant va avoir un retard mental, peut-être modéré, peut-être plus grave, mais il est joyeux, il est interactif, il a des activités qui lui plaisent. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même qu'il y ait un suivi au niveau, on vous annonce que votre enfant a tel handicap et qu'on ait un petit peu d'indices sur ce qu'on peut faire avec son enfant, entre guillemets. Parce que nous, on nous a donné un nom, débrouillez-vous, on nous a dit, ça s'est annoncé comme ça, enfin ça s'est fait comme ça au niveau génétique, bon, mais on nous a pas dit, Léna, est-ce qu'elle marchera, est-ce que... Si, on nous a quand même dit qu'elle ne parlerait pas, mais... On va très loin dans l'abord génétique et dans les diagnostics, mais malgré toute cette évolution technique, il reste des maladies qu'on ne comprend pas, et les parents soumis qui subissent par leurs enfants ces maladies qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne connaît pas bien, vont se trouver vraiment en grand désarroi dans la discordance qu'il y a entre l'information médiatique, la médiatisation qui dit pratiquement toutes les maladies sont découvertes, on peut faire tout, voire même on nous dit qu'on peut tout guérir, ce qui n'est pas vrai, et en même temps la réalité qui est parfois que la maladie met beaucoup de temps à être diagnostiquée malgré les équipes de plus en plus techniques. Donc ça, c'est deux aspects qui sont apparus récemment. Maladie génétique, c'est que c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est l'annonce de quelque chose qui est définitif dans la majorité des cas, parce qu'on ne sait pas changer la constitution génétique d'un individu, et c'est aussi l'annonce de quelque chose pour lequel, au moins actuellement, et probablement encore pour un certain temps, on a très peu de possibilités thérapeutiques. Donc globalement, je crois que l'évolution, c'est d'être attentif, de jamais penser qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Après, ça peut être justement aussi de s'entourer d'autres personnes et de penser que chacun peut avoir un rôle dans l'information, et notamment je pense donc à l'abord psychologique, c'est-à-dire au retentissement psychologique d'apprendre une mauvaise nouvelle pour soi-même ou pour un de ses enfants. Je crois que pour annoncer une mauvaise nouvelle, comme on dit, il est important de pouvoir assumer la continuité d'une relation. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose qui ne va pas nous séparer et tuer même la relation que nous avons ensemble. Ça ne veut pas dire forcément que la personne qui annonce va avoir de la disponibilité pour accompagner la personne. C'est toute la question éventuellement d'un travail en équipe où il peut y avoir conjointement même une annonce avec quelqu'un qui pourra avoir la disponibilité pour assumer l'accompagnement. Mais c'est certainement pour moi la question de la relation. Je vous annonce quelque chose qui va vous décevoir, vous attrister, vous mettre en colère et comment dire, c'est ok, comme dit un de mes collègues canadiens, hein, donc vous avez le droit d'avoir des émotions, vous avez même le droit, je dirais, de m'en vouloir temporairement, de vous assommer comme ça, et je suis là et je reste là pour être avec vous dans ce moment-là. C'est facile à dire, très difficile à faire, certainement.
Je n'ai jamais eu un seul cours de psychologie, quelle qu'elle soit. Je suis pas sûre que jusqu'à ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Donc on apprenait avec nos maîtres, quoi. C'était du compagnonnage, vous voyez, un petit peu. Mais je crois qu'on apprend, oui, un peu par imbibition, comme ça. Et puis, je crois qu'on apprend aussi, ça dépend du tempérament de chacun. Il y a l'expérience des autres, le tempérament, et puis après l'expérience personnelle, et on change au fil des années, oui, c'est sûr. On peut en parler à la psychologue du service, qui est là avant tout pour les parents. Hein, mais moi, ça m'est arrivé de lui parler de mon ressenti, et de lui parler de ma souffrance, hein, et de lui dire, franchement, c'est dur à supporter ça, quoi. Et bon, c'est vrai qu'elle nous aide à dédramatiser. Mais bon, avant tout, elle est là pour les parents. Hein. Ils sont bien prioritaires sur nous, ça c'est évident. Je dirais qu'ils n'hésitent pas à se faire aider pour faire un travail qui peut aussi leur faire du mal à eux. Hein, donc, parce que on a conscience quand on travaille pas bien, enfin je crois. Et c'est tout notre intérêt de progresser dans ce domaine, en plus de l'intérêt du patient. Sur un sujet qui paraît aussi peu technique que celui-là, on s'est permis, et je trouve avec beaucoup d'à-propos, de rédiger une circulaire ministérielle qui est la circulaire numéro 269-2002, qui est sortie donc en avril 2002. Et sur cette circulaire, il y a à peu près tous les conseils qu'on peut utiliser ou qu'on peut voir appliquer à cette annonce du handicap. Alors, la première chose étant que le médecin, dans sa fonction, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rôle, qu'il soit pédiatre, non pédiatre, qu'il soit médecin généraliste, aura de toute façon dans sa carrière à annoncer ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles, ou à annoncer des handicaps, ou à annoncer des maladies graves. Et de toute manière, il doit être informé de ces méthodes qu'on utilise. Et ce qui rendra les choses plus faciles, c'est pas de faire spécialement quelque chose au niveau de l'annonce, c'est d'intégrer le handicap et de le reconnaître dans la société. C'est pas l'annonce en elle-même. C'est pas ça le vrai problème. On montre toujours des bébés magnifiques, des accouchements presque sans douleur, et même des prémas, des histoires qui se terminent toujours bien. Oui, mais dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Il y a malheureusement encore, malgré tous les moyens qu'on a, qui sont énormes et qui ont permis un progrès énorme, ça il ne faut pas le contester non plus, il y a malheureusement toujours des petits problèmes. J'ai l'impression que de plus en plus, l'enfant normal ou l'enfant idéal ou l'enfant rêvé est devenu un droit. Non pas une chance, mais un droit. On n'a plus le fatalisme de nos grands-mères. Il est là, il est comme il est, et puis point final. Oui, ma soeur, ma belle-sœur, elles ont des bébés magnifiques, ça se passe bien. Mes amis ont des bébés magnifiques, mes collègues de travail. Oui. Et puis moi, voilà je croyais avoir mérité mieux. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Ça fait mal quand on entend ça. À partir du moment où on diagnostique des malformations non viables très très tôt dans la grossesse, c'est de plus en plus difficile pour les parents d'accepter qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. D'autant plus que après, dans la société, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de prise en charge. Moi, je mettrais de la colère au départ, parce que c'est de l'incompréhension. On ne dit pas les choses, on le dit mal. À certains moments, moi, j'étais contre le fait de garder Guillaume. C'est vrai que je trouvais que
On le prolongeait, il mangeait pas tout seul, il respirait difficilement tout seul, donc pour moi il n'avait pas de vie possible. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au médecin, et puis on s'est pas entendu. Donc ils nous ont sauvé notre enfant, c'est vrai. Et à partir de là, on a récupéré notre petit garçon à la maison avec face à l'avenir, quoi. Et comment cet avenir, on allait pouvoir le gérer et vivre en famille ensuite. Sachant pour elle, on n'a pas fixé des grosses ambitions. On sait bien qu'elle ne fera pas d'études, qu'elle a des limites comme nous, mais beaucoup plus basses. À ma foi, l'essentiel pour nous, c'est qu'elle soit heureuse. Oui, c'est ça. Ce qu'on recherche, c'est son bonheur, en fait. Qu'elle soit épanouie, qu'elle ait un maximum d'autonomie, qu'elle soit bien dans sa peau. La preuve, quand on la regarde, franchement... Ceci étant, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de manque d'oxygène, ça change rien. Ça change rien, il est là et c'est merveilleux. On a conscience que sa vie est... D'abord parce que en réa, des très grands prémas, il y a des enfants qui restent, puis il y en a qui partent, donc on le voit ça en tant que parent. Et ce sont des images qui restent attachées, je pense, toute sa vie. Et donc on a conscience aussi de la chance que l'on a de l'avoir. Donc il y a des soucis, oui, il y a des problèmes, oui, bon, on essaie de faire face, mais il est là. On s'est consolé et puis ça y est, il faut repartir maintenant, hein. C'est pas le tout, mais en même temps c'est d'ailleurs ce qui m'énerve un petit peu chez les gens qui nous disent toujours vous êtes courageux. Ça m'exaspère. Je dis mais on n'a aucun courage, aucun. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les nains, on la jette? On n'a pas le choix, il faut continuer la vie. Notre vie elle est belle comme elle est. Et... C'est évident, je veux dire, on a complètement... C'est extraordinaire. On a une vue de toutes les différences qui a complètement changé. On voit que Guillaume va pas avoir un parcours classique, ne serait-ce que pour l'école, comme on a parlé avec son frère. Et puis on espère qu'il y aura toujours un établissement prêt à l'accueillir pour pouvoir le faire progresser et lui donner une vie assez autonome, si c'est possible, si c'est dans ses capacités. Que la vie, elle n'est pas sans épreuve, que c'est dur parce que quand même, il faut les surmonter, mais on est riches, tous les deux. D'abord parce qu'on n'a pas eu que ce coup-là. Et je pense que quand je dis qu'on est il y a des gens qui sans doute ont eu un enfant différent et handicapé puis qui n'ont pas eu d'ennui avant. Hein. Mais ça, c'est encore une richesse supplémentaire. Mais à quel prix? Mais on est riche par rapport aux gens qui n'ont pas d'emmerde. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Qui n'ont pas d'ennui. Je me sens riche. Des fois, en fait, je me dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? Je dis toujours comme ça, mais il faut que je tourne la page, comme dit papa. Mais... Aussi, la technique que papa m'a appris, c'est que quand tu penses comme ça, pourquoi elle est venue comme ça, tu lui fais un gros câlin et ça passe.